Bonjour à tous et bienvenue sur Travel Guys TV. Aujourd'hui, Travel Guys TV édition spéciale puisqu'on va parler du hashtag qu'on va lancer sur Travel Guys qui s'appelle Dégrade19. Bonjour Bertrand. Salut Olivier. Et on se retrouve tout de suite après ça. Alors, vous êtes nombreux sur Travel Guys TV à vous demander et à nous demander à quoi ressemblera l'expérience passager après le Covid. On en a déjà parlé pendant un certain nombre de vidéos et de reports que vous pouvez retrouver sur Travel Guys. Vous avez les liens en bas de la vidéo. Et avec deux interviews qu'on a réalisées, une avec Nicolas Mariotte pour parler un petit peu du contexte économique post-Covid, surtout dans le secteur du tourisme et du transport aérien, mais aussi avec Olivier Joffé, vous avez pu la découvrir il y a quelques jours, où là on a parlé de l'expérience passager, et ça nous a donné quand même une petite idée. Bertrand, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, en fait, de manière très simple, pour répondre à toutes ces questions qu'on nous a posées sur Facebook, sur YouTube ou sur le formulaire de contact de Travel Guys qui était demain, est-ce que j'aurai encore les mêmes prestations qu'avant? Comment ça va être demain? En fait, c'était en gros à quelle sauce je vais me faire manger. On a eu simplement l'idée de lancer un baromètre qui, de manière plus spécifique que globalement ça va être dégradé, analyse l'évolution, ou plutôt la dégradation de l'expérience passager, et donc on l'a appelé Dégrade19. Alors, très bien, donc ça s'appelle Dégrade19, on a un hashtag qu'on va utiliser sur l'ensemble des réseaux sociaux. Quel est l'intérêt pour nos followers et quel est l'intérêt pour le passager d'avoir une connaissance de ce qui se fait dans les autres compagnies ? En fait, ça fait longtemps que sur Travel Guys, on dit que le rapport qualité-prix est de moins en moins important. Ce qui intéresse le passager, c'est le rapport expérience-prix. C'est notamment vrai dans les classes avant, où on a des passagers qui, en général, veulent vivre autre chose que le simple voyage et pour qui l'avion est plus que le moyen qui va les emmener d'un point A à un point B, mais va déjà être un endroit où ils vont vivre quelque chose. Le voyage ou les vacances commencent à l'aéroport et pas seulement quand on est arrivé à destination. Mais de manière générale, aujourd'hui, pour tous les passagers, ils ont envie de savoir ce qu'ils vont avoir pour un prix donné, pour ce qu'ils ont payé, et ce qu'ils vont avoir, ça va au-delà de la capacité à les transporter, c'est ce qu'ils vont vivre. Donc il y a la prestation, mais de manière générale, il y a tout le service qui rentre dedans. Et quand on voit ce qui est en train de se préparer, je pense qu'ils ont envie d'être informés au moment de sortir le portefeuille pour s'offrir leurs prochaines vacances. Ils ont envie de savoir si ça en vaut vraiment la peine et s'ils ne devraient pas plutôt utiliser l'argent qu'ils ont réussi à économiser dans un contexte pas facile, s'ils ne devraient pas l'utiliser peut-être ailleurs. C'était ça la philosophie de notre baromètre. L'idée, ça a donc été de mesurer le niveau de dégradation de l'expérience. Pourquoi? Et on se doute bien, évidemment, Bertrand, que par les temps qui courent et de par les mesures sanitaires qui ont été annoncées, on en parle avec Olivier Joffé, mais aussi l'OACI a publié un certain nombre de mesures, on savait que les prestations allaient être rabotées. Donc pourquoi créer ce baromètre? Tu viens d'employer l'expression coup de rabot. Si ça avait été un coup de rabot, ça aurait été légitime, complètement compréhensible, et je pense qu'on n'en aurait pas forcément fait un plat. Là, dans ce qui est annoncé, dans ce qui va se passer, c'est plus un coup de rabot, c'est un coup de meuleuse qui va arriver. Entendons-nous bien, le passager, il n'est pas stupide. Il a une expérience du transport, quelles que soient les classes de voyage, quelle que soit la destination. Il sait qu'un billet en éco entre Paris et Bangkok, en général, 7 ans. Paris en business ou en éco entre Paris et New York, 7 ans. Et il s'attend à avoir quelque chose pour ce prix-là. Donc, le passager, il a conscience du prix. Ce dont le passager n'a pas forcément conscience, c'est que ça, c'était avant. Dans l'aérien et dans le monde du tourisme en général, tout ce qui était expérientiel, qu'on vivait physiquement, en étant présent, à part des promos qui vont servir à faire revenir les clients, et il va y en avoir, la tendance à long terme va être de payer au moins autant qu'avant, voire beaucoup plus cher. Et pour avoir quoi en retour, c'est là justement la question. Les annulations de vol, j'ai des vouchers qui traînent sur beaucoup de compagnies. Il y a un prix en attendant une prestation pour un vol qui était annulé, et donc demain je peux réutiliser cette somme pour réserver un autre vol. Mais on va prendre un cas extrême. Si c'est pour ne plus avoir de fil prioritaire, de possibilité d'avoir un bagage en cabine, si le repas chaud est devenu un petit sandwich accompagné d'une bouteille d'eau pour un vol de 9 heures, eh ben ça ne les vaut plus. Et je n'ai pas envie de réinvestir cette somme
dans un vol similaire pour la même destination, la même classe de voyage, où on a divisé la prestation par 3 ou par 4. On en reparlera plus en détail sur Travel Guys en vidéo ou dans un article prochainement, mais attendez-vous de manière globale à ce que vos futures vacances et voyages par rapport à avant ne vaillent plus le prix que vous allez y mettre. En avion, comme en hébergement. En travel, comme en shopping ou dans d'autres domaines, l'expérience client est la première victime et tous les business qui en faisaient leur fonds de commerce vont souffrir, mais leurs clients aussi. Donc on voulait simplement que les passagers qui, dans des temps difficiles, ont de vrais arbitrages à faire au moment de sortir leur carnet de chèques, sachent à quelle sauce ils allaient être mangés. Ok, très clair, je pense que le constat est partagé par moi-même. Mais si on revient maintenant à Dégrade 19, est-ce que tu peux nous expliquer la méthodologie qu'on a employée sur Travel Guys pour finalement noter les différentes compagnies que l'on a évaluées? Alors c'est pas compliqué, on a pris un panier de compagnies aériennes qui sont relativement représentatives pour un passager qui veut partir en vacances au départ de France. Pour chacune, on a analysé l'évolution qui a été annoncée par les compagnies de leurs produits selon la classe de voyage. On a regardé l'éco et la business parce que la first et la premium éco sont peu significatives. On a pris en compte forcément cette prestation en fonction de la durée du vol, court, moyen, long courrier. Et on a regardé donc l'évolution annoncée de la prestation en termes de nourriture, de boissons et des modalités de service. Mais on a également pris en compte des facteurs comme les accès au salon, le Wi-Fi gratuit, oui parce que c'est pas un effet sanitaire, mais certaines compagnies ont supprimé le Wi-Fi gratuit à cause du Covid, l'autorisation des bagages en cabine, les bars et les salons qui peuvent exister dans certains avions. Et pour les compagnies qui le font, également la distribution de tout ce qui est couverture, oreiller, etc. en vol. On en a sorti une moyenne de notes qui montre en somme le pourcentage de l'expérience client qui est maintenu. Alors, je sens la meuleuse arriver. Là, on voit que, vu tout ce que tu énumères, il va y avoir du rabot, du rabot, du rabot. Moi, je voulais savoir sur quoi se basent les notes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a mis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et est-ce que les notes sont définitives ou est-ce qu'il peut y avoir quelques changements? Vu l'état du transport aérien aujourd'hui, vu que quasiment rien ne vole, vous vous rendez bien compte qu'on manque de retour d'expérience de notre communauté et de nous-mêmes pour affecter ces notes. Donc aujourd'hui, on est parti de ce qu'ont annoncé les compagnies, car la plupart ont communiqué sur ce qu'allait être l'évolution de leurs prestations, de leurs services et de l'expérience passager pour les temps à venir. Donc aujourd'hui, on se fie sur la déclaration des compagnies aériennes qui ont communiqué sur le sujet. Demain, ces notes vont évoluer dans le temps pour deux raisons. La première, c'est que au fil du temps, on s'attend à ce que certaines contraintes soient levées, mais éventuellement que d'autres s'ajoutent également. Et puis, on va avoir les retours d'expérience des passagers, les retours d'expérience de notre communauté, qui vont nous dire, voilà comment ça se passe effectivement, parce que au-delà de ce que déclarent les compagnies, il y a encore la réalité du service et de la mise en œuvre. On peut encore être davantage déçu que ce à quoi on s'attend. Oui, tout à fait. D'ailleurs, certaines notes, celles d'Air France et de KLM pour le moyen courrier, ont déjà été enrichies de notre expérience puisque j'ai récemment fait 3 vols pour Stockholm et donc vous verrez que le baromètre tient compte de cette partie expérientielle. Alors, Bertrand, si on peut maintenant regarder du côté des compagnies, est-ce que tu peux nous dire celles qui ont été évaluées dans le cadre de ce baromètre? D'accord. Donc, on a essayé d'être représentatif sans toutefois avoir la prétention d'être exhaustif. Il y a je ne sais pas combien de compagnies qui volent au départ de Paris et qui peuvent concerner des passagers français. On n'a pas la prétention de couvrir tout le monde. Donc on a retenu un panier de compagnies qui sont en Europe Air France, KLM, Swiss, British Airways, Iberia et Turkish. Aux USA, on a pris Delta, American et United, logiquement. Dans le Golfe, nous avons pris Qatar Airways et Emirates. Et en Asie, nous avons pris Singapore Airlines. Donc sur ce panier de 10 compagnies, et avant de dévoiler la première édition du baromètre que nous avons réalisé sur Travel Guys, toi et moi, est-ce que tu peux nous donner quelques tendances sur ces 10 compagnies ? Évidemment. Donc, sans aucune surprise, on a en général une dégradation du service moindre dans les classes avant
donc business, first, voire premium eco, que dans les classes arrière. Et il y a une raison à cela, c'est que c'est quand même la clientèle que les compagnies veulent chouchouter pour redémarrer, remplir leurs appareils et faire de la marge. Autre chose qui ne surprend pas, c'est que les compagnies américaines rabotent pas mal, notamment sur le court et le moyen courrier. Mais comme il faut savoir que la plupart du temps, elles ne proposaient que le strict minimum sur ce genre de vol, parfois le coup de rabot reste assez discret. Autre tendance, et encore une fois, qui pourrait ne pas surprendre, c'est que les compagnies du Golfe et les compagnies asiatiques essayent de maintenir le meilleur niveau possible, essayent de faire en sorte que malgré toutes les contraintes qui vont se poser à elles, l'expérience client n'en souffre pas trop. Et au milieu, on a les compagnies européennes qui, en fait, comme d'habitude, alternent le pire et le meilleur. On voit également des différences entre les compagnies qui ont pris le virage sanitaire en voulant préserver l'expérience client et leur image, parce que ça va compter à l'avenir, et celles dont on ne peut pas se dire qu'elles n'en profitent pas pour mettre en place une vraie réduction drastique de leurs coûts sous couvert d'hygiène. Donc du coup, Bertrand, si on en revient maintenant au baromètre en lui-même, comment se présente la notation et comment est-ce qu'on a classifié les différentes compagnies qu'on a notées? Là encore, on a essayé de faire simple. Pour chaque compagnie, on a une note qui est un pourcentage, qui est le pourcentage de l'expérience qui est maintenu. Donc plus il est élevé, plus il montre que la compagnie maintient le niveau de service qu'elle avait avant. Et ensuite, pour classer tout ça, on a gardé une métaphore aérienne en répartissant les compagnies en 4 classes. Celles qui voyagent en first, celles qui voyagent en business, celles qui voyagent en éco et celles qui voyagent en soute. Parce que la vérité, quand on regarde ce qui va se passer, c'est que pour certaines compagnies, la dégradation de service, ça va pas être de la business à la first, ça va être de faire voyager le passager en soute. Et j'ajouterai une 5e catégorie qui, je pense, va disparaître dès la première mise à jour du classement. C'est la catégorie sur le tarmac, car il y a une compagnie qui n'a pas du tout communiqué, en l'occurrence Lufthansa, donc on n'a pas pu la noter. Donc les autres vont décoller en plus ou moins bon état, avec un plus ou moins bon service. Lufthansa, avec les informations qu'on avait, qui n'étaient que très parcellaires et avec rien d'officiel, on ne s'est pas permis de les noter. C'est vrai, tu as raison. En tout cas, nous verrons bientôt puisque nous aurons une expérience sur Lufthansa en business, sur moyen et court courrier. Donc ça nous permettra d'avoir au moins quelques éléments. Enfin, si on arrive à voler. Alors, maintenant c'est l'heure de dévoiler le premier baromètre des grades 19. Et on va commencer par la classe éco. Et j'imagine, Bertrand, qu'on garde la soute et la first pour la fin. Voilà, c'est exact. En éco, on retrouve les compagnies qui ont fait de grosses coupes dans leur service pour ne proposer que le strict minimum, notamment sur du court et du moyen courrier, mais même sur du long courrier. On est à la limite entre la contrainte sanitaire et le fait de se dire que le Covid il a bon dos pour faire passer des sévères coupes dans les budgets. Donc les compagnies qui vont nous faire voyager en éco sont dans l'ordre British Airways avec 46%, United avec 53% et American Airlines à 59%. Là, on est à la limite entre la mesure sanitaire et le foutage de gueule quand même. Après, sans grande surprise, les compagnies américaines, on les connaît sur le court, moyen courrier. Tant qu'elles peuvent te vendre un truc, au lieu de te le donner, de te le servir, eh bien, elles te le vendent. Sur le moyen courrier, voire le très court courrier, c'est aussi un pays où on prend l'avion comme on prend un peu le train en France. Donc, on a le même service que dans un train en France, rien. Donc, quand c'est pire, quand on rabote pas grand-chose, ça devient pas terrible. Il y a un paradoxe quand même qui est British Airways, qui a très souvent d'ailleurs les codes des compagnies US quand il s'agit d'être un peu déceptif sur ce genre de sujet. British qui a amélioré son service en éco sur le court moyen courrier et je pense que tu peux nous raconter ça. Oui, parce que tu as raison, Bertrand. British Airways propose sur le court et le moyen courrier une offre en classe économique de ce qu'on appelle le buy on board, c'est-à-dire comme sur les compagnies low cost, vous avez en réalité un menu dans la pochette du dossier et vous ouvrez le menu et vous commandez et vous payez à bord. Donc ça, c'est le service normal en classe économique sur les vols moyens courriers British Airways. Ce qu'a fait British Airways, pour soi-disant des raisons sanitaires, c'est qu'ils ont
annulé ce buy on board sur le court et le moyen courrier. Donc maintenant, il y aura un service, un vrai service au trolley, gratuit, avec un rafraîchissement et un snack en classe éco. Mais tenez-vous bien, c'est le même service qui est effectué en classe business. Donc en classe business, vous avez exactement la même prestation qu'en classe éco sur les vols courts et moyens courriers. Donc amélioration, maintien sur la partie éco court moyen courrier et dégradation extrême sur le court moyen courrier en business. Après, ce qu'il faut se dire sur ces trois compagnies, c'est que finalement, elles restent fidèles à leur culture. Dès qu'il a fallu raboter quelque chose, on l'a raboté. Ça fait pas rêver, mais par rapport à ce que tu disais, ça reste beauf. En fait, c'est beauf. C'est ni forcément génial, ni forcément mauvais, parce que malheureusement, on a trouvé largement pire, mais on en parlera plus tard. Tout à fait. Alors Bertrand, maintenant, si on regarde les compagnies qui volent en business, c'est-à-dire ceux qui ont certes dégradé, mais pas trop dégradé, quelles sont-elles ? Alors, de la dernière à la première, en business, nous trouvons Singapore Airlines avec 62%, Delta Airlines et Air France à égalité avec 63%, Emirates à 68% et la grosse surprise de ce classement, Suisse à 74%. Alors Bertrand, là où on peut être étonné, c'est quand même de retrouver Delta, donc Delta qui n'est pas avec les autres compagnies américaines, ce qui a du sens, hein, ce qui correspond aussi à leur positionnement aux États-Unis, qui est quand même un petit peu plus premium que les deux autres compagnies major américaines. On retrouve Air France, qui, faut le dire, sur Travel Guys, a été beaucoup critiqué ces dernières années, et on retrouve quand même finalement des marqueurs de service d'Air France qui font que le service n'a pas été tant dégradé que ça. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ça dans les reports que on a publiés sur Travel Guys sur l'expérience moyen courrier, et vous verrez cet été, on va voler en long courrier sur Air France, donc on pourra venir même amender ces notes qu'on a mis sur Air France. Tout à fait d'accord pour Delta qui garde son marqueur premium par rapport à ses concurrentes américaines. Effectivement, une excellente surprise, il faut le dire, pour Air France qui est souvent un peu chahuté et quand on sait notamment que le problème d'Air France, c'est pas tellement le service tel qu'il est prévu sur le papier, mais c'est la manière dont il est exécuté en vol. Et on va mettre les liens dans la description de cette vidéo, on a eu 2 expériences dernièrement sur Air France en éco et en business qui montrent que non seulement tout a été fait pour dégrader au minimum le produit, et notamment en business où il bouge quasiment pas, mais en plus avec une exécution remarquable de la part du personnel qui visiblement s'en prend vraiment à cœur son rôle et a compris que c'était une période difficile où il fallait vraiment porter l'image de la compagnie et ne pas lâcher les clients. Oui. Et ça, c'est remarquable. Oui, et vous verrez que c'est pas le cas de toutes les compagnies chez SkyTeam. Alors Bertrand, on note aussi que Singapore Airlines est un peu dans le gras du bide, je dirais, de ce classement, et on note aussi Swiss qui est en haut finalement de la business. Pour Singapore Airlines, ils payent le fait d'avoir supprimé le service sur tous leurs vols à destination de la Chine et de l'Asie du Sud-Est, ce qui pour eux représente énormément de vols parce que Singapore Airlines a quand même un moyen courrier qui par exemple n'existe pas chez Emirates. Emirates n'est pas pénalisé par le fait d'avoir comme beaucoup plus raboté sur le court moyen courrier que sur le long courrier parce que Emirates ne fait quasiment que du long courrier. Ceci explique aussi cela, mais quand tu regardes Singapour et pas loin finalement d'Air France et Delta, ça se joue finalement à pas grand chose. Par contre la surprise c'est Suisse. Sur le court moyen courrier, il rabote beaucoup, voire supprime tout sur du très court courrier, et vu la position de la Suisse en Europe, ça leur fait beaucoup de vols et beaucoup de destinations, donc ça ne passe pas inaperçu. Mais par contre, dès qu'on commence en business à avoir des vols de plus d'1 heure ou en éco à avoir des vols de plus de 2 heures, on retrouve tout de suite un service normal.
On retrouve là aussi Emirates en milieu de tableau, donc il y a eu du rabotage un petit peu partout. D'ailleurs, un petit peu dans le foutage de gueule, la suppression du service de chauffeur jusqu'en avril 2021. On se demande bien ce qui doit attendre jusqu'à avril 2021 pour le rétablir. Donc là, on sent la mesure qui va perdurer dans le temps et qui permet, grâce au Covid-19, de supprimer un bénéfice. Et Olivier, n'oublie pas la suppression du Wi-Fi qui était gratuit pour tous les passagers. Ça saute, mais également tout ce qui est live TV sur l'IFE. Il faut savoir que Emirates était connu pour proposer un des meilleurs IFE, système de distraction en vol du marché, avec non seulement des vidéos, des films, etc., mais également de la télé en direct. Tout ça, ça va sauter. Néanmoins, Bertrand, on ne peut pas leur reprocher de cacher les choses. Je pense que sur les 10 compagnies qu'on a évaluées, Emirates est celle qui a le site internet le plus clair, qui détaille exactement toutes les mesures sanitaires à chaque étape du voyage, à la réservation, à l'enregistrement, airside, dans l'avion et à l'arrivée. Je pense que là, on ne peut pas faire plus clair que le site internet d'Emirates pour voir quelles sont les modifications de services en vol. Alors maintenant, Bertrand, pour clore finalement le palmarès, on parle d'abord de la soute ou d'abord de la first? On garde le meilleur pour la fin, donc on va parler de la soute. Alors, en soute, on trouve, et là on va aller dans l'ordre descendant, Turkish Airlines avec 36%. Vous avez bien entendu Turkish Airlines, mais une des meilleures compagnies, si ce n'est la meilleure compagnie européenne, 36%. Et après, on prend la pelle et on creuse. On trouve KLM avec 16% et Iberia avec 12%. Alors, sur les deux queues de peloton, on aurait très bien pu les mettre sur le tarmac. C'est quasiment du foutage de gueule. Sur Iberia, je vous invite à rechercher un petit peu sur les réseaux sociaux. Sur des vols de plus de 4 heures, il n'y a absolument aucun service, même pas un verre d'eau. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Et sur KLM, vous avez vu le report que j'ai publié très récemment. Foutage de gueule intégral, puisque pas de plat chaud sur tous les vols inférieurs à 9 heures, mais vous imaginez 9 heures. Il y a très peu de vols finalement dans le réseau KLM qui sont de plus de 9 heures. Donc on supprime vraiment la quasi-totalité du service et on aligne quasiment partout le service business sur le service en classe économique et c'est pas gégène. Et puis Olivier, pour KLM, il y a autre chose. Et on l'a vu dans ton report. Il y a une dégradation du service qui est quelque chose. Il y a aussi l'attitude du personnel qui te demande limite de lui baiser les pieds en te faisant comprendre que tu as de la chance qu'il ait dénié, accepté de travailler pour te permettre de voyager. On va être honnête, on les adore KLM et on trouve que très souvent ils sont sous-cotés par rapport à Air France. Alors que bien souvent, en termes de service et d'exécution du service, ils ont plutôt des choses à montrer à la grande sœur française que de choses à lui envier. Mais là, clairement, on est en dessous de tout. Oui, et alors, donc ça pourrait être une expérience qui est totalement isolée, mais je vous invite à aller fouiller dans les forums de Frequent Flyers, notamment le plus grand forum qui s'appelle Flyer Talk, et vous verrez que les expériences comme la mienne se multiplient sur les vols moyens courriers, sur les vols long courriers, c'est vraiment catastrophique. Donc c'est plus que l'attitude d'un équipage isolé, c'est un vrai pattern dans l'ensemble des équipages KLM d'attitude extrêmement défensive envers le passager et où finalement l'expérience client est devenue secondaire par rapport au transport de bestiaux, il faut le dire. Voilà, et avant de passer au prochain cas, je vais encore ajouter quelque chose. Quand sur un Boeing 737 qui a, rappelle-moi, 3 toilettes? Oui, 3 toilettes. 3 toilettes, on en réserve 2 à l'équipage et une seule pour les passagers. C'est du foutage de gueule, mais intégral. Voilà. Exactement. Je précise d'ailleurs que les passagers doivent attendre en rang dans l'allée, à côté des autres passagers, avec une distanciation extrêmement faible, alors que l'équipage, lui, avait fermé les rideaux, se protégeant derrière le rideau et accédant à la toilette sans voir aucun passager pendant tout le vol. Donc, je pense que c'est vraiment irrespectueux vis-à-vis des passagers qui, je le rappelle quand même, aux équipages de KLM, payent leur salaire en volant avec eux. Donc ça, c'est vraiment juste inadmissible de traiter les passagers comme ça. Alors, autre cas dans la soute, Iberia, je ne sais pas s'il faut qu'on s'étende sur Iberia, parce que finalement, on attend Iberia à cet endroit-là.
c'est un peu, je dirais, le parent pauvre du groupe IAG. On a BA qui est une compagnie qui est respectable, qui est une major qui se vaut. Par contre, là, Iberia, eh bien, le service client de chez Iberia est conforme à l'image d'Iberia, c'est-à-dire extrêmement faible. On réduit tout. Et finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'étendre sur Iberia, Bertrand? Non, pas du tout. Par contre, je pense que Turkish Airlines mérite qu'on en parle. Ça, c'est clair. Alors, on est tombé en fait par hasard sur un article d'un de nos confrères, Omat pour ne pas le citer, qui a récupéré l'ensemble des infographies qui présentent le nouveau service sur Turkish Airlines. Et là, Bertrand, on peut dire que par rapport à ce qu'on connaît de Turkish Airlines, qui est quand même le top du top au niveau du catering, c'est la douche froide. C'est plus que la douche froide. Là, je me rends compte que j'ai encore une vidéo à monter d'un long courrier et d'un moyen courrier que j'ai fait sur Turkish avant. Je pense que je vais avoir les larmes aux yeux en le faisant, vu ce que j'ai vu et vu ce que j'ai appris. Turkish, on est en train de passer à ce qui était pour moi un des meilleurs catering en termes de nourriture, mais également en termes de service. Vous imaginez sur de la business moyen courrier, service en plusieurs étapes, avec un chariot et pas avec un plateau qu'on vous jette à la figure. Sur le long courrier, de la même manière, toujours un service au chariot. Et une fois qu'on a passé l'entrée, les plats qui arrivent au rythme de chaque passager et non pas au rythme d'un service global pour tout le monde. Je vous passe la qualité du personnel, son attitude. Voilà, c'est juste excellent. Et là, on apprend que... alors sur les vols intérieurs, maintenant, il n'y a plus rien. Sur le moyen courrier, il y aura... 3 fois rien en éco et une petite boîte avec un sandwich en business. Il faut savoir que sur Turkish, sur du moyen courrier, que ce soit en éco ou en business, on a des plats chauds. Et à tel point que même sur du vol intérieur, sur du Istanbul-Izmir, que j'ai fait un certain nombre de fois cette année pour motif professionnel, sur un vol Istanbul-Izmir où on est à tout casser 35 à 40 minutes en vol, ils arrivent à servir un snack chaud. Là, c'est la dégringolade. Il n'y a plus de chaud sur aucun vol, quelle que soit sa durée, quelle que soit la classe de voyage. Après, la question, c'est est-ce que la box qu'on va vous donner avec entrée et sandwich dedans, elle est plus ou moins appétissante? Alors, on peut voir le verre à moitié plein et se dire... que par rapport à d'autres, leur lunchbox business class long courrier, bah, elle a peut-être pas l'air dégueulasse. Mais par rapport à ce qu'on a connu, c'est un effondrement total. Et un dernier point, c'est de savoir, avec de telles prestations, comment une compagnie comme Turkish va pouvoir maintenir le niveau de prix qui était le sien avant. Je ne vois pas aujourd'hui un passager payer un long courrier en éco ou en business sur Turkish Airlines ou sur KLM d'ailleurs, mais là on parle de Turkish, pour avoir un niveau de prestation aussi dégradé et catastrophique quand d'autres compagnies à côté qui pratiquent les mêmes prix maintiennent un niveau de service tout à fait acceptable, voire pas mal du tout. Bon, donc là, la grosse déception, on va dire, de ce classement, c'est quand même Turkish Airlines. Oui, c'est Turkish. Alors, je suis quand même déçu par KLM, dont j'attends mieux, qui est une compagnie que j'aime beaucoup. Comme tu l'as dit, Iberia est à sa place. Bon, donc là, maintenant, on a vu les bonnets d'âne. Maintenant, Bertrand, quelles sont les compagnies qui vont voyager en first, c'est-à-dire qui ont le moins dégradé l'expérience client? Eh bien déjà, il y a une erreur dans ta question, Olivier, parce que tu parles des compagnies, et comme toi, j'aurais aimé qu'il y en ait plusieurs. Il n'y en a qu'une. On a avec 86% Qatar Airways. Ok, Qatar Airways, donc bien compris, je pense conforme avec l'image de la compagnie. Est-ce que Bertrand, tu peux nous préciser quelles sont les mesures, on va pas dire de rabot, mais de polissage qui ont été prises par Qatar Airways dans cette crise sanitaire? Alors si on regarde l'évolution de ce que propose Qatar Airways, sur tout ce qui est moyen courrier, rien ne change. C'est déjà la première chose, sur du court moyen, mais ils n'ont pas tellement de cours, mais bon voilà, rien ne change, quelle que soit la classe de voyage. Sur du long courrier, rien ne change pour la classe éco, ce qui est quand même remarquable, mais ça ne change pas d'un iota.
Bizarrement, ça se grade un peu plus en business, où le protocole de service change, où la nourriture n'est plus servie à l'assiette, à la place comme ça l'était avant, mais globalement sur un plateau. Donc il y a une dégradation, non pas du produit qui est servi, mais du protocole de service sur tout ce qui est nourriture en business. Par contre, aujourd'hui, à ce qui est annoncé, rien ne change sur tout ce qui est boisson. Autre chose de notable chez Qatar Airways, c'est on continue à distribuer des amenity kits, des oreillers et des couvertures. On continue également à les donner. On ne l'a pas dit pour tous, mais il y a des compagnies qui arrêtent de vous donner des oreillers et des couvertures. On a encore le droit d'embarquer des bagages cabines. Là où Lufthansa, c'est la seule chose qu'on a appris, nous demande de ne plus en emmener qu'un seul au lieu de deux. Bon, ça reste sympa. Mais où Turkish ne veut plus entendre parler de bagages cabines à bord, à part éventuellement un sac à main ou un ordinateur. Donc les bagages cabines sont maintenus. Et autre chose, il y a encore des lounges Qatar Airways qui sont ouverts. Alors les lounges, c'est à prendre un peu avec des pincettes aujourd'hui parce que les compagnies ont les leurs, mais elles sont aussi tributaires de celles de leurs partenaires. Mais pour autant, là où Qatar a du pouvoir, autrement dit à l'aéroport de Doha, il y a quand même 2 lounges sur 4 qui est ouvert, ce qui est quand même remarquable, alors que la plupart des compagnies que nous avons regardées ont fermé tous leurs lounges partout. Oui, tu as raison Bertrand. Alors finalement, une fois qu'on a vu ce palmarès, quelles conclusions on peut en tirer? Est-ce que déjà on peut tirer des conclusions à la place de nos followers ou pas? Moi, je laisse les passagers en déduire tout ce qu'ils veulent. Quand on a, par exemple, un score des grades de 55%, ce qui veut dire que 55% de l'expérience d'avant qui est maintenue seulement, je les laisse déduire la meilleure utilisation possible de leur budget vacances et le prix qu'ils sont prêts à mettre. Après, les choses vont évoluer, on l'espère très vite, mais on sera vigilant également au fait que ce qui est annoncé est effectivement tenu et mis en place dans les mises à jour ultérieure du baromètre. Et franchement, on espère un retour à la normale le plus rapide possible car on aime bien nos différentes rubriques sur Travel Guys, mais s'il y en a une dont on espère qu'elle va devenir inutile rapidement, c'est bien celle-là. Oui, je suis d'accord avec Bertrand et il faudra qu'on réfléchisse aussi à évaluer la dégradation des prestations dans les hôtels puisque les chaînes hôtelières ont déjà annoncé quelques mesures de rabotage, alors un peu moins importantes que celles des compagnies aériennes, mais en tout cas il faudra suivre cela avec une grande attention. Alors Bertrand, est-ce qu'il faut être fataliste? Est-ce que tout ça va durer longtemps et est-ce qu'on va être obligé de manger avec des couverts en plastique ou de boire du vin dans des gobelets pendant 3 ou 4 ans? Non, je pense pas. La dégradation de l'expérience client, elle est logique, finalement, en tout cas à court ou moyen terme, le temps qu'on trouve des vaccins, qu'on trouve des choses plus efficaces que d'autres, etc. Bon. Par contre, c'est son ampleur qui, dans certains cas, doit interpeller le client, ou dans des autres cas, au contraire, les efforts faits pour maintenir un niveau d'expérience le plus proche possible de la normale. Encore une fois, on parlait de Qatar. Qatar a fait porter un maximum de la contrainte sur son personnel, où ils vont avoir des belles tenues complètement protectrices, etc. Mais où on essaie de tout faire pour que, avec un respect maximal des règles de sécurité sanitaire, le passager en souffre le moins possible. À l'inverse de KLM, on a tout fait pour protéger le personnel au détriment du client. Oui, alors effectivement, tu as raison. Finalement, Bertrand, c'est quelle balance on a avec ces mesures. On ne nie pas sur Travel Guys qu'il y a un certain nombre de mesures sanitaires à prendre. Mais pourquoi privilégier du pain dans des sachets en plastique plutôt qu'une désinfection de la cabine qui, de toute façon, soyons honnêtes, aurait dû être faite depuis très longtemps dans les avions. Donc finalement, on est en train de se rendre compte que les mesures d'hygiène n'étaient pas suffisantes et que comme les mesures d'hygiène n'ont pas été suffisantes pendant des années, il faut faire porter une contrainte, en toute franchise, dans certains cas extrêmes, aux passagers et à l'expérience, ce qui va, je pense, Bertrand, faire que le transport aérien va être un peu marginalisé. Et puis, Bertrand, fait-on porter toutes ces contraintes-là à d'autres modes de transport? Fait-on porter ces contraintes-là au covoiturage, au bus, au train? Non, pas du tout. Et on en parlait avec Olivier Joffé, pas plus tard, qu'il y a 2-3 jours.
Pourquoi est-ce que il est plus dangereux de faire un Paris-Milan en avion qu'en train? J'essaye qu'on m'explique la chose. Je comprends le fait qu'on cesse de neutraliser les sièges en avion, parce que l'air en avion est un des plus propres qui soit. On peut parler de l'hygiène du nettoyage des cabines, qui est un sujet, mais l'air est vraiment parfait. En train, je ne suis pas sûr que les TGV soient équipés de filtres HEPA, donc je comprends pas trop. Mais pour en revenir à notre sujet, parce qu'on aura le temps, je pense, d'épiloguer sur la question de toutes ces mesures pendant des semaines, si ce n'est malheureusement des mois. Moi, ce que je retiens de cette première édition du baromètre, c'est que finalement, c'est une expression, c'est une photographie de la culture des compagnies. On voit celles qui rabotent tout de suite, on voit celles qui essayent de continuer de se préoccuper du client. Et je pense qu'à la fin, ça se verra. Je pense que les compagnies qui, dans ces moments difficiles, continuent à mettre le client en avant, eh bien le client s'en souviendra. Parce qu'on a beau dire que oui, mais ce sont des circonstances exceptionnelles et que le client y comprendra. Je pense que le client qui va se taper un vol de 8 heures sur KLM au pain sec et à l'eau, et je suis même pas sûr qu'il ait du pain sec, je pense qu'il s'en souviendra, et pas forcément que dans le bon sens, et que quand les choses reviendront à la normale, je ne suis pas convaincu qu'il se dira « Oh ben super, ils ont remis leur niveau de service à flot, eh bien je vais y retourner ». Je n'y crois pas trop. Au contraire, les compagnies, et j'ai entendu des choses super sur Air France, pourtant une compagnie qu'on aime critiquer en France, mais j'ai entendu, suite à des vols qui ont été faits par toi et par d'autres ces derniers temps, des gens qui ont été extrêmement surpris de l'attitude du personnel, du service, et je pense que c'est des choses qui peuvent aider une compagnie comme Air France, mais comme toute compagnie aujourd'hui qui a envie de mettre le client en avant, qui a le client au cœur de sa culture, eh bien de le prouver. Bon, Bertrand, je pense que tu as tout dit. On a tout dit sur ce classement. N'oubliez pas, pour commenter, utilisez bien le hashtag Dégrade19. Faites autant de commentaires que vous souhaitez. On sera ravis de voir quel est votre point de vue là-dessus. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous et on aime le débat sur Travel Guys. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, la meilleure façon de voler, c'est de vous abonner. Alors, abonnez-vous. À bientôt. Salut Bertrand. Salut Olivier.